Ma vie fut pleine de rencontres et de voyages, souvent semée d'embûches et de déceptions. À la fois exilé, puis prisonnier dans mon propre pays, je n'ai eu de cesse d'écrire de la musique russe. Quand je regarde derrière moi, je réalise tout le chemin parcouru. Et je ne peux pourtant m'empêcher de penser à tout ce qui me reste à accomplir. J'aurais tant aimé pouvoir continuer à composer, finir mes œuvres inachevées, créer encore, entendre mon opéra Guerre et paix. Au lieu de cela, je n'ai pas trouvé mieux que de disparaître, comble de l'ironie, le même jour que Staline, celui dont le régime m'a tant persécuté, moi et tant d'autres artistes et compatriotes, le 5 mars 1953 à Moscou. Pourquoi le destin s'acharne-t-il ainsi contre moi? Tout avait bien commencé pourtant. Mes parents et moi vivions dans le confort. Mon père était ingénieur agronome et gérait un vaste domaine agricole. Ma mère, quant à elle, était musicienne et pianiste amatrice. Je me rappelle l'écouter jouer au piano des œuvres de Beethoven, Chopin, Tchaïkovski ou Anton Rubinstein. C'est d'ailleurs elle qui me fit faire mes premiers pas au piano. Je lui dois beaucoup. J'ai même écrit mon premier opéra, Le Géant, à l'âge de 9 ans. Enfant, je jouais avec mes camarades dans le domaine de mon père, et on disait déjà de moi que je me sentais supérieur aux autres. Certes, j'ai toujours eu du caractère, ce qui me valut même le surnom d'enfant terrible de la musique russe. Après avoir reçu ma première éducation musicale à la maison avec le compositeur Reinhold Glier, je suis entré au conservatoire de Saint-Pétersbourg. Je n'ai pas aimé tous mes professeurs, loin de là. J'ai parfois été désobéissant, insubordonné, contestataire même. Mais j'ai achevé mes études en 1914 avec notamment le prix Anton Rubinstein, prix dont je ne suis pas peu fier. La même année, je pars à Londres, où je fais la connaissance du célèbre impresario russe Serge Diaghilev, qui travaille déjà en étroite collaboration avec Stravinsky. Ils ont créé ensemble plusieurs ballets, dont L'Oiseau de feu, Petrouchka et Le Sacre du printemps. Je me suis par la suite entièrement consacré à la composition. Puis vint la chute du tsar et la révolution de 1917. Toute cette agitation n'était pas propice à mon travail. Je décidai donc de m'exiler en 1918 vers le Japon et les États-Unis. J'y ai connu des succès et des échecs, mais je fus globalement déçu de l'accueil américain. Parfois, j'errais dans le vaste Central Park à New York, et en regardant les gratte-ciel qui le bordent, je songeais avec une rage froide aux orchestres américains merveilleux qui ne voulaient rien savoir de ma musique, aux critiques qui répétaient « Beethoven, quel génie !» et qui dénigraient tout ce qui était nouveau. J'étais arrivé beaucoup trop tôt. L'enfant, à savoir l'Amérique, n'était pas mûr pour la musique moderne. En 1921, je suis retourné à Londres, puis j'ai passé 6 mois en France. J'ai vécu dans cette maison à Saint-Brévin-les-Pins, non loin de Nantes. Quelques années plus tard, je vécus également à Paris, au numéro 5 de la rue Valentin Haüy, dans le 15e arrondissement. C'est en Europe que j'ai rencontré Carolina Codina. Elle était soprano, son père espagnol et sa mère russe. Née à Madrid, elle grandit à New York et mena sa carrière de chanteuse sous le nom de scène de Lina Ljubera. Nous nous sommes mariés en 1923 en Allemagne. Ensemble, nous avons eu 2 fils, Sviatoslav et Oleg. Après plusieurs tournées à succès en URSS, je me suis décidé à rentrer au pays en 1936, suivi de ma femme et de mes enfants. En 1938, je rencontre une jeune étudiante en littérature, Mira Mendelssohn. À la fois poétesse et traductrice, nous avons travaillé ensemble sur la rédaction de livrets d'opéra, et nous sommes tombés amoureux. Elle allait devenir ma seconde femme. Nous avons vécu dans cette maison, une datcha à l'ouest de Moscou, où je passais les dernières années de ma vie.
En 1948, ma première femme, Nina, fut brusquement arrêtée, condamnée et déportée au goulag en Sibérie pour 20 ans. Elle put en sortir au bout de 8 années et fut réhabilitée, notamment grâce à l'intervention de Shostakovich. Les enfants ont grandi et sont restés proches de leur mère jusqu'à la fin de sa vie. Quant à mon petit-fils, Gabriel, il a trouvé sa voie. Compositeur comme son grand-père, mais aussi, tenez-vous bien, producteur et DJ. Il a même composé 2 concertos pour platine et orchestre, tout un programme. À présent, je souhaite vous parler d'une personne que j'ai rencontrée à la fin de ma vie. Il s'agit de mon compatriote Mstislav Rostropovitch. Jeune prodige et virtuose du violoncelle, il a également appris le piano très jeune. Il fut d'ailleurs mon élève. Je lui dois beaucoup. Tout d'abord financièrement, car c'est lui qui poussa le secrétaire général de l'Union des compositeurs à me fournir 5000 roubles, ce qui me sortit de la misère dans laquelle je m'étais retrouvé suite à la deuxième purge stalinienne. Et puis ensuite musicalement. Le talent inouï de ce jeune violoncelliste m'a incité à composer pour son instrument. Après avoir terminé la révision totale du concerto pour violoncelle, je désirais continuer à écrire des œuvres pour cet instrument, et j'ai commencé un concertino assez simple pour violoncelle et orchestre. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de l'achever. Mstislav Rostropovitch se souvient de Prokofiev, de ce naïf aux yeux gris, comme il l'appelait. Il a été mon mentor et mon idole, un homme pour lequel j'avais une grande admiration. C'est un grand privilège de mon existence d'avoir pu connaître des musiciens comme Shostakovich et Britten, d'avoir aussi réellement rencontré et conversé avec Picasso, Chagall, Henry Moore, Charlie Chaplin. Mais le plus important de tous ces privilèges extraordinaires a été ma parenté avec Sergueï Prokofiev. Écrite en 5 mois environ pendant l'année 1949, la sonate pour violoncelle et piano en do majeur est dédiée au musicien arménien Levon Atovmian, alors grand spécialiste des réductions de partitions d'orchestre pour piano, en particulier celles de Prokofiev et de Shostakovich. Elle m'était cependant destinée, et nous l'avons créée avec Sviatoslav Richter en audition privée, le 18 décembre 1949. La création publique eut lieu le 1er mars 1950, dans la petite salle du Conservatoire de Moscou. En 3 mouvements, elle débute par un andante grave, noté tranquille et expressif.